Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je suis votre hôte Nevin Barnett et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Salut à Euh, tous. Salut Maxime. Maxime, on s'est connu parce qu'il a fait la troisième promotion. Deuxième, ouais. Ouais, Deuxième? ouais. Mais t'étais au meet-up de la troisième. Non, de la deuxième. Ah bon? Ok, Quand on était autant dans le pour truc de moi. sushi, je sais pas si c'était toujours la même chose Bah à chaque fois. on va toujours dans un Ah sushi ouais, ouais. donc t'as fait la deuxième formation Bayesian, t'étais parmi les précurseurs. Ouais. Ouais. En fait, j'ai Euh, vu la première et je me suis dit, j'étais encore à l'école en. J'avais moins de 18 ans à la première, je me suis dit, je vais attendre de finir les études et dès que je finis, je le fais, tu vois. ok. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous dire un peu ce que tu fais actuellement maintenant, qui est pratiquement quoi, 4 ans, 5 ans plus tard? Ouais, 5 ans après. Ben, actuellement, je suis sur les réseaux sociaux, on va dire, et à côté de ça, donc après Bayesian, je me suis formé en diététique. J'ai fait un bachelor de 3 ans en Belgique pour devenir diététicien, en plus d'avoir finalement ses connaissances au niveau de l'entraînement et déjà une bonne part en nutrition. Donc actuellement, je suis diététicien en plus d'être coach sportif, diplômé Bayesian depuis la deuxième promotion. Et actuellement, bah, je produis du contenu sur YouTube, sur Instagram, et j'ai monté une équipe de coachs. Et en gros, notre concept, c'est plaisir et diète. Donc ça veut dire apprendre à atteindre ses objectifs tout en se faisant plaisir, avoir un bon équilibre, etc. à ce niveau-là. Principalement, ce qu'on a comme, on va dire comme cible, c'est des mères de famille ou des femmes qui veulent se sentir mieux dans leur corps, mais sans avoir à devoir tout mettre de côté et devoir tout optimiser en fait. C'est un peu différent de Bayesian dans le sens où dans Bayesian, on voit toujours toute l'optimisation maximale, comment c'est possible de la mettre en place. Et là, c'est vraiment essayer de trouver un juste milieu entre cette optimisation et le plaisir du quotidien pour pouvoir partager des moments en famille, etc. et arriver à atteindre ses objectifs sans avoir de frustration réellement, quoi. Ah, je dirais que dans Bayesian, on vous présente toutes les C'est ça. possibilités d'optimisation, mais après, c'est vrai C'est que... difficile quand on sort de là de ne pas accepter d'optimiser tout. Tu vois ce que je veux dire? Je Genre, vois tu ce que sors tu de veux là, dire. tu te dis, mais ouais, j'ai appris toutes les choses pour optimiser. C'est Ouais, chaud de faire un choix, lesquels je vais garder, lesquels je vais pas garder. Tu vois? je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, tu disais que tu as fait donc, t'as continué à te former en diététique, Ouais. etc. Par rapport à ce que tu avais appris dans Bayesian, parce qu'on a aussi toute une partie Ouais, sur la ouais, ouais. nutrition, est-ce que tu as eu l'impression de manquer de choses ou est-ce que c'est... Bah, j'avais déjà une bonne base quand je suis arrivé, du coup, Ouais, mais une bonne base sur, on va dire, l'individu en bonne santé. ok, Ce qui m'a donc en gros la première année d'études que j'ai eu en diététique était vraiment simple parce qu'en fait l'individu en bonne santé j'avais quasi tout. ok. Par contre, dès que c'est passé sur l'aspect, maladie, Mhm. évidemment, on ne voit pas les maladies, on voit le but, enfin, ce qu'on voit en premier dans Bayesian, c'est comment optimiser son alimentation quand on est en bonne santé et sportif pour optimiser ses résultats. Ouais, Ici, quand on avait par exemple des pathologies qui demandent des adaptations au niveau alimentaire, ça c'était à partir de la deuxième année, il y a 3 ans en tout. mm, Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu plus appris, mais on va dire qu'en règle générale, j'avais déjà une bonne base. Et puis surtout, il y a des choses qui ont été un peu compliquées aussi parce que malgré que ça avance quand même au niveau, on va dire, scientifique, tous les profs ne se mettent pas à jour. Tu ouais, vois. Et donc, tu as des trucs qui sortaient, et moi je trouvais que c'était des aberrations. Tu vois, parce qu'on avait mm. vu vraiment des choses bien différentes via des études assez récentes, et eux ils disaient complètement l'inverse. Et le truc, c'est que moi j'étais obligé d'aller dans leur sens pour que j'ai les points. Donc, soit je disais rien, et soit bah, quand c'était arrivé le moment où il fallait sortir les connaissances, bah, je disais ce qu'ils voulaient entendre. Quoi. Mais sinon, Ça doit être frustrant un petit peu quand même. Euh, et du coup, tu as toujours été orienté vers la bouffe, même quand on s'était rencontrés. C'était peut-être ça aussi ouais, en qui a fait vrai, que tu étais attiré par un peu nos profils avec Antoine. ben, en fait, avant même, moi j'ai commencé Plaisir et Diète, le concept, avant même de faire Bayesian, je l'ai commencé en en 2017, je crois. Ok, Donc 2 ans avant de faire Bayesian. Et en fait, ce que je faisais, c'était modifier des recettes du quotidien en version allégée mm, pour que tout le monde puisse se permettre de manger des choses qu'ils aiment, mais sans pour autant bah, que ça soit trop calorique pour eux, etc., etc. Donc j'étais déjà un peu dans cette optique de perte de gras, atteindre un physique ou un objectif sans devoir manger que du riz, du poulet, etc. Donc ça, c'était un peu enfin, ce que j'aimais faire. Et quand j'ai vu que Bayesian, il y avait une partie nutrition qui me permettait entre mm, guillemets, me professionnaliser à ce niveau-là, plus à côté de ça que je pouvais apprendre, on va dire, des choses à propos de la musculation, qui était mon hobby depuis que j'avais genre, allez, 15 ans, on dirait. mm. C'était bien, c'était une bonne chose. Et
pourquoi tu as eu cette sensibilité par rapport à la nutrition? Quel est ton parcours personnel, tu vois? Pourquoi tu as commencé la musculation? Comment tu t'es retrouvé, tu vois, à vouloir optimiser Ouais, ta, ouais. ta diète avec tout ça? Mais en fait, ce qui était vraiment à la base, c'est que j'étais en surpoids depuis que j'ai genre, je dirais 7 8 ans, je suis en surpoids. Hmm. Et donc, mes parents voulaient bien faire, donc ils m'amenaient chez le diététicien, des choses comme ça. En fait, ça marchait pas parce que j'étais pas dans ce truc-là. C'est à ce moment-là, tu es jeune, tu as 8 10 ans, tu comprends pas pourquoi on t'amène chez le diététicien. Donc, en soi, je n'écoutais pas vraiment et je continuais à faire un peu en cachette les choses que avant je faisais devant eux. Et quand ils ont commencé à un petit peu comprendre que bah, c'était trop, bah, je le continuais à le faire, mais en cachette parce que moi, j'étais pas prêt à changer, entre guillemets, ça me dérangeait pas. Jusqu'au moment de l'adolescence où vers 14 ans, entre guillemets, j'avais trop de mauvaises, on va dire, mauvaise image de moi pour moi déjà en me comparant aux autres et puis même des petits commentaires qui sont jamais plaisants. Donc en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, à la fin d'une année scolaire, je me suis dit, bah, je me laisse l'été Hmm. quand personne me voit pour me transformer. Et en fait, j'ai Ok. vraiment fait les choses de manière abusive et j'ai perdu 18 kilos en 2 mois. Ah Et ouais. vraiment, je mangeais. En fait, je croyais à ce moment-là qu'on ne dépensait les calories que par l'activité. Ça veut dire qu'on ne brûlait 0 calorie à vivre. Tu vois. Ok, d'accord. Et donc je me disais, si je brûle 500 calories en activité, je dois manger 500 calories. Résultat, je mangeais 500 calories, je brûlais 500 calories tous les jours. Ok. Et comment tu as réussi enfin, à mettre ça en place? Parce que t'avais quel âge à ce moment-là? Là, 18? j'avais 14. 14 ans. Ouais. Comment tu as réussi à mettre ça en place? Parce que moi, à 14 ans, je pense que mon entourage aurait vu que j'abusais. En fait, au début, ils ont trouvé ça bien. Parce qu'au début, Ok. c'était pas dans l'excès. Au début, c'était en fait, j'ai toujours été très très gourmand. Donc c'est ce qui a aussi découlé à faire bah, Il est finalement. gourmand. Ah ouais, ça sortira même ça. Et non, en fait, j'ai toujours mangé beaucoup plus que les autres. Et j'avais fait une fois justement une vidéo YouTube où je remangeais ma diète de quand j'avais aucune notion. Et il se Ok. trouve qu'en fait, j'ai commencé à calculer les calories, tout ça. Et j'étais entre 4 et 5 000 calories tous les jours. Mais j'ai toujours été sportif. J'étais un grand sportif de natation. À 12 ans, je nageais avec des adultes et genre j'avais un bon temps, etc. Je faisais beaucoup, beaucoup de natation. Et à côté de ça, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours été sorti de la maison et tout. Jamais j'étais vraiment, on va dire, sédentaire. Mais du coup, même avec une alimentation à 4 5 000 calories, finalement, j'étais qu'en surpoids, on va dire, même pas en obésité. Tu vois. Donc Hmm. vraiment parce que je bougeais tout le temps. Ouais, bah, c'est marrant parce qu'on a eu un profil similaire, quoi. Bah, c'est Toujours souvent ce qui sportif et découle. ouais, ouais. Euh, bon, toi, tu t'es, enfin, moi, je pensais malheureusement quand j'ai grandi que c'était un peu génétique, tu vois. Genre, je me disais bon. Les euh, gros os. On me disait toujours Non, ça. ouais, non, bien sûr, mais pas forcément des gros os, mais dans le sens, tu vois, genre, bah, il y a pas mal de gens qui sont en surpoids dans ma famille, et Hmm, que du coup, bah, c'est un peu génétique, et parce que justement, comme toi, vu que je faisais du sport, et que mes potes, ils faisaient du sport, et qu'ils étaient pas comme moi, je me disais, bah, on est juste pas pareil, ouais, en ouais, fait, tu vois. ouais. Et j'avais pas compris ce concept de l'importance de la nutrition, en Mais c'est fait. pour ça Même que quand j'ai commencé à perdre du poids, moi, j'ai fait encore plus de sport, tu vois, genre avec Hmm, du cardio à outrance tous les jours, ouais, avant de pareil. comprendre que, bah, peut-être qu'il faut que je revoie ce que je mange. Et du coup, 5000 calories, c'était quoi En fait, tes péchés mignons? c'était. C'était Nutella matin, midi, soir? Non, les trésors, tu vois, le matin, les trésors, c'était genre 2 bols C'est pas ma énormes. génération, ça. Mais après ça, disons que ça, c'était avant d'aller à l'école. À l'école, le 10 h, je le mangeais. En gros, Ça dès marche qu'il y bien en avait bulk, hein, une. les trésors, Ouais, hein. ouais, enfin, j'en faisais l'année passée, c'était pas mal ça. Ça monte bien les cales. C'est clair. Et du coup, en fait, j'avais tellement de repas par jour, je crois que j'étais à 7 8 repas. Ah ouais. Parce qu'en fait, je mangeais à chaque fois qu'il y avait une pause pour manger. C'est-à-dire que j'avais mangé avant. Il y a des gens, ils n'avaient pas mangé jusqu'à 10 h, ils mangeaient. Mais moi, en fait, j'avais mangé, mais je mangeais encore, tu vois. Ok. Après, à midi, je mangeais encore. Et souvent, en fait, comme j'avais un gros estomac, j'ai toujours eu un gros estomac, ben, en fait, je mangeais les restes de mes potes aussi. Ou quand ils voulaient pas un truc parce Hmm. qu'ils allaient manger quelque part dehors, ben, ils me donnaient leur truc que leurs parents leur avaient fait et T'étais je le le petit mangeais en qui plus. prenait du rab à la Ouais, c'est cantine. ça. En fait, tout le temps. Et le pire, c'est, je crois que ça, c'était le plus calorique, c'est en rentrant de l'école, je passais toujours au kebab, tu vois, tous les jours. Ah ouais. C'est-à-dire, j'allais me manger un kebab à 1000 cales juste après l'école, avant de rentrer chez moi à 16 h, et là où je remangeais un goûter. Ah, t'avais un vrai appétit, hein. Ah, j'abusais, vraiment. Incroyable. Et du coup, en fait, le fait de réduire, au début, ma famille était contente. Elle dit, ah, il fait attention. Et donc, ils voyaient des résultats, ils trouvaient ça bien. Et après, c'est parti dans les extrêmes, comme tout le monde, en fait. Toujours, tu veux plus, tu veux plus, tu veux plus. Alors, un truc intéressant que t'as dit, c'est que t'adhérais pas du tout à la démarche quand t'as démarré, tu vois, genre aller voir un Ouais. diététicien donc dans ta jeunesse. Euh,
pourquoi en fait? Parce que toi, tu as l'impression que c'était on te forçait à faire quelque Ouais, chose en que fait, tu je voulais pense que pas? quand t'es pas prêt et quand tu te sens pas mal dans ta peau, je vois pas Hmm. pourquoi tu devrais changer, tu vois. Il y a l'aspect body positive, tu vois, souvent actuellement et tout ça. Et en fait, je trouve que ce qui compte surtout, c'est comment toi tu te sens. Si t'as pas de soucis avec ton corps actuellement et que Hmm. t'as pas un entourage qui est néfaste pour toi à ce niveau-là et qui va Hmm. mal parler sur toi ou te faire réfléchir, j'ai envie de te dire, garde ce mode de vie si toi il te convient. Évidemment, on parle pas de l'aspect santé Mais là-dedans, mais tu penses pas que quand même, enfin tu vois, genre le côté body positive, etc., la réalité c'est que la société elle est pas body positive. Tu penses pas que c'est un peu hypocrite. c'est ça, tu vois, Ouais. c'est-à-dire que tu as des gens qui vont penser comme ça, mais je pense pas que quelqu'un qui est en fort surpoids peut s'épanouir dans la société, au contact des gens, etc., sans jamais se rendre compte que, ah, tu vois, genre, je sais pas, Ok. je me pose la question, mais Disons que si je dois prendre mon cas, c'est sûr que c'était. Il y a toujours eu des moments où tu as des arrière-pensées et tu te dis, mais en fait, je suis moins ah, bien moi je qu'un me faisais tel. tacler hein, quand j'étais petit. Hein. Oui, mais je te dis, si tu as un entourage qui est bienveillant ou qui est du même style et qui ne voit pas entre guillemets, ce problème, moi je connais des personnes personnellement dans ma famille qui Hmm, justement sont dans ce cas et j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun souci avec ok, ça. Il n'y a rien qui les dérange, il n'y a jamais ils vont se dire, tiens là je vais faire attention à ce que je ouais, mange. je vois ce Tu que vois, tu veux dire. ils se sentent bien comme ils sont. Et un truc qui était super intéressant aussi que tu disais, parce que ça, tu dois, enfin, je pense que tu as dû le voir dans les gens avec qui tu travailles, etc., c'est le fait de faire les choses en cachette. Tu sais, enfin, il y a plein de gens qui pensent que parce qu'ils vivent avec quelqu'un ou parce qu'ils connaissent quelqu'un, ils savent exactement l'alimentation de la Ah personne ou ce ouais, qu'ils ouais. font, etc. La réalité, c'est que comme tu l'as dit, tu peux avoir un enfant et en fait, tu penses que tu sais ce qu'il mange, etc. Alors qu'en réalité, bah, il va consommer Ah oui, oui, en oui. douce, etc. Donc ça, c'est, bah, par exemple, le kebab, j'imagine, c'était ce genre de choses que tes parents, Bien sûr. Ouais, ils ouais. étaient pas conscients que tu allais manger après l'école, quoi, ou des Ou trucs comme même ça. juste après, j'allais chez ma grand-mère, elle me donnait un truc à manger, puis j'allais chez moi. Mais mes parents, ils Malin, savaient pas, des choses comme ça. à Mais il y a chaque plein fois. de choses. Mais je te parle de moi, mais en réalité, actuellement, dans mes clients, tu vois, j'ai beaucoup de clients où c'est souvent des femmes, on va dire, peut-être 85% des personnes sont des femmes. Et en fait, dans la majorité des cas, leur chéri, il sait pas Hmm, que ça se passe comme ça. hmm, Ils savent qu'elle a un coaching, mais pas pourquoi, hmm, ni qu'il y a potentiellement des crises qui se passent, des crises hmm. d'hyperphagie ou des dérapages, des choses. En fait, ils remarquent pas, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont souvent un petit peu, qui ont un peu honte de leurs Hmm. habitudes et qui n'arrivent pas à gérer ces choses-là, etc. Et ils le font en cachette. Moi, j'ai travaillé avec pas mal de gens qui faisaient, tu vois, comme tu disais, de l'hyperphagie ou de la boulimie ou des choses comme ça. Et leur entourage, professionnel ou personnel, n'est pas du tout au courant, en fait. Non. Donc les gens, parfois, qui mangent pas pendant plusieurs jours pour après faire des crises d'hyperphagie de Mais ça, dingue, c'est tu vois. parce que l'entourage n'est pas, on va dire, alerte à propos de la nutrition, je pense. Parce Bien que sûr. si tu as quelqu'un qui un jour va manger beaucoup avec toi, puis le lendemain plus rien manger avec toi, si tu es dans le milieu, Hum, tu comprends. Mais quand t'es pas du tout dans le milieu, tu peux avoir ta compagne qui fait ça et tu te dis, bah ouais, elle a juste pas faim aujourd'hui, hier elle avait faim, des choses comme ça. Donc, et c'est un peu le problème, c'est qu'est-ce que tu penses justement quand des gens ils viennent te voir, ils font ouais bah je mange presque pas, mais tu vois genre je fais plus de 100 kilos par exemple. ouais. Bah, en fait, il y a plusieurs probabilités dans ces cas-là. Hmm. La première, justement, c'est ce que tu dis, c'est manger en cachette. À ce moment-là, bah, j'ai envie de te dire, ils ont l'impression de ne pas manger grand-chose, trois quarts du temps, mais ils essayent même d'effacer cet aspect psychologique de leur cerveau, alors que ça se passe, mais ils essayent de l'effacer pour que, comme les autres ne le voient pas, bah, eux, ils essayent de Ouais. carrément faire une attraction de ça. Après, il y a ceux qui font tu sais, ce qu'on appelle plutôt du cheat meal, et où finalement, et ça, c'est quelque chose qui est encore assez courant, finalement, ou ça s'appelle plus cheat meal parce que les gens ils savent que cheat meal c'est pas bon, mais en Hmm. soi ils font la même chose, c'est-à-dire Hmm. qu'ils disent bon, il y a un jour où je compte pas, on va dire, et ce jour-là, j'y ai droit parce que bon, pendant 6 jours, j'ai fait attention. Mais finalement, ils se retrouvent avec une moyenne hebdomadaire qui dépasse leurs besoins et Hmm. ils disent, je comprends pas en fait, je me restreins quasi tout le temps. Non, ils disent carrément, je me restreins tout le temps. Ben non, en fait. Est-ce que cette question, elle revient souvent quand je suis en consultation justement et qu'on me dit, bah, je perds plus de poids. En fait, est-ce qu'il y a vraiment un jour du week-end par exemple où tu manges dehors et où tu te dis tant pis? Ah ouais, ça c'est arrivé. Ou alors non, non, pas du tout. Puis quand je creuse, ah, samedi passé, il y a eu ça et tout. Bon, après, je fais un peu attention. Mais finalement, en fait, ils se rendent pas compte. Ils se rappellent de 95% de leur alimentation, mais les 5% restants, ils les oublient, quoi. Ça, c'est les causes principales. La troisième, c'est plutôt des gens qui vraiment vont trop dans l'excès à manger trop peu, mais tellement dans l'excès qu'en fait, depuis le temps qu'ils sont dans cet excès-là, leur métabolisme, il s'est carrément habitué en mode
on va dire, sécuritaire pour éviter qu'il soit mal, bah, il ne perd plus de poids même à un total calorique très faible. Et ça, c'est très peu de gens, mais on va dire que ça arrive quand même, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, pour toi, tu penses qu'il y a une capacité à avoir euh, un crash métabolique, comme on Non, dit, non, ou... c'est une adaptation métabolique qui se fait avec le temps, peu importe le total. En fait, c'est comme je prendrais par exemple mon exemple en déficit calorique, on va dire l'année passée pour la prépa, Hmm. que j'ai fait en bodybuilding, mais en soi, petit à petit, le métabolisme s'habitue à n'importe quel total et tu es obligé à chaque fois de rebaisser pour recréer un déficit. Dans le sens où si maintenant je me mets par exemple à, allez, admettons là je suis à 3000 calories, je me mets à 2500, pendant quelques semaines je vais perdre, mais il y a un moment donné où le métabolisme va s'adapter pour éviter que, allez, que tu baisses indéfiniment au niveau du poids. Et c'est ce qui mène à certaines personnes à se tracasser, se dire je comprends pas, je mange moins qu'avant et je stagne. Normal, après un certain temps, le métabolisme s'habitue. C'est une question, on va dire, de survie pour lui. Mais ceci pris, entre guillemets, sur du long terme, c'est un peu comme la musculation pour moi, ce que je dis à chaque fois, c'est tu es toujours obligé d'impliquer un stress plus important pour que le corps s'adapte pour prendre du muscle. Bah, c'est le même principe au niveau alimentaire. À un moment donné, quand il stagne au niveau du déficit, il faut créer un stress un peu plus important en termes de déficit pour continuer à perdre, sinon il s'adapte. Mais celui qui fait directement un stress énorme et qui arrive directement bas, bah, il y a bien un moment donné où il va arrêter de perdre. Et où à ce moment-là, bah, s'il veut aller plus bas, ça devient trop bas, il n'arrive pas à le maintenir, résultat, il ne perd plus de poids, parce qu'il y a des moments donnés où il dérape, ou parce qu'il dépasse ce total calorique qui est déjà bas de base, on va dire, si on veut dire ça plus simplement, leur maintien se transforme, devient plus faible. Hmm. Résultat, c'est plus difficile de continuer à perdre quand son maintien théorique se situe plus bas, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Ouais, et comme tu dis, enfin, c'est normal. C'est juste qu'il faut, je pense, faire la différence entre, tu vois, les gens ils se disent, ah ouais, bah du coup, je suis cassé et ça marchera pas, etc. La réalité, Non. comme tu dis, c'est que tu perds du poids, enfin, tu perds du poids, tu perds du gras, donc en perdant du poids, tes besoins, ils sont plus faibles Mm. également. Et comme tu dis, après, tu as des adaptations, c'est vrai, au niveau, par exemple, de ta dépense, tu vois, ton NEAT ou des choses comme ça qui s'adaptent parce que bah, ton corps, il veut moins bouger, tu as plus la flemme, tu le sais, Mm. hein, quand tu es plus sec, tu vas t'asseoir dans le canapé, tu as oublié ta cuillère, tu as la flemme d'aller la chercher, ça c'est la réalité. Mais justement, pour les gens, tu vois, qui se retrouvent dans ce cas de figure, qui ont l'impression d'avoir, tu as perdu du poids pendant une certaine période, et qui se retrouvent en se disant, ouais, bah là, je mange pratiquement plus rien, mais j'ai encore du gras à perdre. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu mets en place? En fait, moi, si n'étaient pas avec moi avant, j'ai envie de te dire, ce que je fais dans un premier temps, c'est calculer justement sur base de leur Hmm. nouveau, on va dire, nouvelle composition corporelle, ce que la science dirait comme étant leur maintien théorique, Hmm. qui évidemment est une fourchette, le maintien, c'est pas un nombre précis. Ouais, bien sûr. Donc avec ce calcul, évidemment, je me retrouve au milieu de cette fourchette, ou en haut ou en bas, bref, proche de cette fourchette finalement de maintien. Et en fait, je les fais remonter directement à ce total-là. Et souvent, ça fait déjà une différence très grosse en termes de calories. Et les gens, ils sont stressés en fait quand je leur dis ça. Je dis, ben voilà, là en fait, bête exemple, tu mangeais 1002, on va remonter à 1007, 1008 pendant 2 3 semaines. Souvent, c'est ce que je dis 2 3 semaines comme ça. Et en fait, ça les tracasse dans un premier temps. Et je leur dis, cette semaine, ces 2 3 semaines-là, je t'invite à au moins les 2 premières, pas te peser, pas te mesurer, rien. Parce que en soi, au début, c'est normal que le transit se réhabitue, que tu fasses un peu de rétention d'eau, tu consommes plus de glucides, ça retient un peu d'eau, etc. Mais si tu prends le temps, en fait, souvent, le corps, paradoxalement, il va se relancer en termes de perte ou bien se stabiliser avec beaucoup plus de calories. Donc en fait, c'est comme si, en réalité, si j'avais un client, c'est pour ça que je te dis ça, c'est si jamais je connais pas la personne, mais si je la connais, qu'il y a eu un déficit long avec et qu'il y a une stagnation, je fais un diet break en remontant à maintien ou 5% au-dessus du maintien. Et finalement, ça revient au même en fait. C'est comme si finalement je lui faisais faire une pause et que cette pause permettait qu'ensuite, comme si le métabolisme s'était un peu réhabitué à la hausse, qu'après le déficit, même moins bas que c'était précédemment, il va permettre de relancer la chose. Après, ça c'est ce qui, on va dire, est sur le papier, mais pour les personnes que je ne connais pas, à qui je fais ça, finalement, si ça se trouve, la seule chose qui se passe, et ça se peut aussi dans peut-être 50% des cas, c'est que ces gens-là, ils avaient juste pas de régularité, ils me disent manger 1200, mais en réalité, ils mangent 1200, comme je disais, 6 jours sur 7, il y a un jour où ils mangent 4000, et le fait d'avoir finalement plus de calories au quotidien et d'être avec des comptes à rendre et de mettre une régularité dans leur total, Hmm. même à 1800, en fait, ça crée un déficit calorique hebdomadaire par rapport à d'habitude et ils commencent à perdre du gras en fait. C'est tout. J'aime beaucoup ça. C'est ce que j'allais dire si tu le disais pas. C'est vraiment ça. C'est que souvent, le fait de monter un peu les calories,
ça revient à ce que tu disais avant, c'est que c'est plus facile pour ces gens-là en fait d'être bien au quotidien, moins de frustration et moins d'écart en fait C'est ça. qui malheureusement impactent leur variation de poids de manière beaucoup plus importante que s'ils avaient justement un petit peu plus de calories tous les jours. Ouais. Et ça, c'est vraiment c'est bien que tu le mettes en avant parce que c'est souvent une problématique qu'on voit en fait. Et puis ça, et accepter que certains aliments ne sont pas interdits. Je fais Ouais, les deux dans la même consultation souvent pour que ils comprennent ça et du coup ils ont plus de calories et en plus ils réintroduisent des aliments qu'ils ne mangeaient plus. Finalement, ils vont plus avoir envie de faire des dérapages qu'ils faisaient parce qu'ils n'avaient pas le droit au fromage, je donne un exemple, ouais. au chocolat ou des choses comme ça, quoi. Ça c'est un autre problème, c'est la diabolisation des aliments, quoi. C'est d'avoir cette mentalité que certains trucs sont vraiment, tu vois, genre mauvais Ouais, pour ouais, la ouais. santé ou te font grossir, etc. et d'autres choses pas. Et s'enfermer un petit peu dans ce cadre de, ok, bah, je mange que des trucs sains qui font pas En grossir, plus sain, ça entre veut plus rien guillemets, dire, c'est mais ça. ouais. Et le problème, c'est que souvent, bah, c'est des gens qui vont après craquer vers des aliments qui sont malsains, qui font grossir, etc. Se rester là-dedans parce que vu qu'ils ont craqué une fois, ils vont potentiellement en consommer un maximum pendant une certaine Hmm, période et après repartir sur une diète entre guillemets saine ouais, où ils sont frustrés, pas contents et t'as un cycle infernal. Et souvent, ça manque de régularité. Et sur le long terme, c'est difficile, comme tu dis, d'atteindre c'est ces ça. objectifs, quoi. Et puis, paradoxalement, ces aliments malsains dont tu parles, j'ai relevé ça récemment, parce que souvent c'est pour les consultations que ça se passe, les gens Mm. qui stoppent en termes de perte de poids et puis qui diabolisent des aliments. Et en fait, la plupart du temps, j'ai remarqué que les trois aliments qui reviennent le plus, c'est le fromage, le pain et le chocolat. Alors que Mm. ces trois aliments qui, selon moi, doivent faire partie d'une alimentation. Tu vois? Doivent faire partie. Enfin, doivent. Pour moi, le fromage, il doit faire partie. Tu Je suis là pour te challenger un peu, hein. pour moi, le fromage, il doit faire partie. Ça, Ok, j'en ai toujours parlé. Là, récemment, même sur Plaisir et Diète, tout le temps, je dis le fromage. Pour moi, moi, je suis genre monsieur fromage, tu vois. Non, ok. monsieur Coulommiers, pire. Pour te dire, ma prépa, là, pour descendre à genre, allez, on va dire 9-10% de body fat, Ouais. j'ai mangé pendant 4 mois sur 6 de ma prépa, j'ai mangé un demi-coulommier tous les matins. Un demi. Tous les matins, un Ok. demi-coulommier avec un fruit, c'était mon seul petit déjeuner. Ok. Aucun carbs à part le fruit et aucun. Juste mes protes et mes fats venaient d'un demi-coulommier, tu vois. Ok. Et donc pour moi, le fromage, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'alimentation de tout le monde, en fait. Parce que déjà, on va dire une. Mais je vais pas dire un demi à tout le monde, évidemment. Un demi-coulommier, c'était juste parce que voilà, moi, j'aime ça. Et en vrai, je mangeais sans pain, sans rien, nature, tu vois. Moi, Alors, je croquais moi, mon tu me mets dans coulommier, ma tu vois. diète un demi-coulommier le matin, je vais m'équiter en malade. Me touche pas. Moi, j'aime bien, tu vois. Mais voilà, ça pouvait être autre chose que coulommier. C'est juste Bien que sûr. moi, j'aime bien ça. Et en fait, tout simplement parce que je dirais, en règle générale, moi, ce que je conseille, c'est 30 à 60 grammes de fromage tous les jours. Ok. Parce que 30 grammes, ça fait une portion de produits laitiers Mm. théorique sur base des normes du Conseil supérieur de la santé. Enfin bref, une portion, c'est une tranche ou 30 grammes, parce que tout dépend du fromage. Mm. Et en fait, deux portions de produits laitiers par jour, c'est bénéfique dans tous les cas pour la santé d'un être, on va dire, qui veut juste une alimentation équilibrée. C'est pas cancérigène? Cancérigène. Et en plus aussi, ouais, il y a les acides gras saturés qui risquent de... Ouais, non. Ouais, bien sûr. T'es dans la merde, Euh, hein. Et du coup, en fait, il y a plusieurs choses déjà. Par exemple, au niveau des acides gras saturés laitiers, Mhm. il y a des études, encore quand j'étais moi à l'école, je crois en 2020, en diététique, où il y avait déjà des études qui sous-entendaient que les acides gras saturés laitiers étaient neutres, voire ça tendait à être prouvé comme étant bénéfique pour la santé, même pas, je parle pas de l'aspect musculaire à ce niveau-là. Et donc que même, on parlait à ce moment-là du beurre comme étant finalement pas un aliment, on va dire, néfaste en termes de profil lipidique, mais plutôt neutre. Et donc, ce n'était pas néfaste en soi d'en consommer. Mais finalement, le beurre et le fromage, il y a plus ou moins les mêmes acides gras saturés dedans. Et en fait, il y a cet aspect-là, finalement, qui pour moi, du fait que ça soit neutre et que ça soit un produit laitier qui apporte du coup tous les bénéfices du produit laitier, le calcium, etc., plus le fait qu'il y a eu des études assez récemment, je pense que c'était en 2022 ou 2021, qui montraient que le fromage était comparé à d'autres sources de protéines entières et avec l'aminogramme et tout ça et tout ce qui permettait d'analyser la synthèse protéique, il me semble, il y avait les œufs dedans, le poulet, le poisson et le fromage. Et il y en avait sûrement d'autres. Je crois qu'il y avait le soja et tout aussi, évidemment. Et il prouvait que celui qui avait le plus d'effet sur la synthèse protéique, c'était le fromage en fait. Parce que matrice alimentaire brute, parce qu'en soi, c'est du lait juste qui a été, on va dire, fermenté, etc. Donc en soi, il n'a pas été dénaturé. Et en plus de ça, il y avait une association lipide-protéines
qui est vraiment bénéfique au niveau de la synthèse musculaire à ce niveau-là. Et donc pour moi, le fromage, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie d'une alimentation dans le but d'une prise de muscle ou même d'une bonne santé, parce qu'en soi, ça amène juste le calcium, etc. Donc le fromage, quand j'entends qu'on me dit je le diabolise, je le mange pas, bah, je trouve ça triste. Surtout que 60 grammes, c'est pas énorme, et les gens, tu leur donnes 60 grammes, ils sont déjà refaits, tu vois. Ouais. Bon, t'es un peu biaisé parce que t'aimes le fromage aussi quand même. Après, évidemment, il y a, on Je va dire, rigole. Je rigole. Non, non, mais moi je pense que c'est un bon produit. Après, c'est vrai que c'est dense caloriquement, donc ça dépend. Enfin, ouais, comme mais tu tout dis, dépend le fromage. 30 grammes, 60 grammes, ça Un va. Mais coulommier, il y a 200, allez, 250 cales maximum au 100 grammes. ouais. Tu vois, Non, c'est bien. Non, non, j'avoue, j'avoue. c'est pas un comté à 400. Et après, c'est vrai qu'en termes de qualité, en termes de protéines, c'est vachement intéressant. Après, par contre, par rapport à ce que tu as dit, je sais pas si je mettrais, tu vois, le beurre dans les mêmes catégories, parce que c'est vrai que les beurres, Non, pas, évidemment. Il tu n'y a pas prends les pas du prods. beurre pour prendre des protéines Non, déjà. non, Ouais, mais ce ouais, que je on te est dis, d'accord. Non, c'est non, mais que l'étude sur ouais, les ouais, acides gras saturés laitiers venait à la base du beurre et ont découlé du coup pour. ouais, je vois. Tu veux perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, mais tu manques de temps et tu ne sais pas exactement comment t'y prendre pour avoir des résultats rapides et durables. Tu as besoin d'un coach pour t'accompagner dans cette démarche. Prends un call avec moi sur fitnesslogique.com pour enfin atteindre tes objectifs. On repart sur le podcast. Du coup, tu nous parlais du fait que tu avais fait une prépa sur donc, bodybuilding. Non, c'était Men's Physique, mais ouais, Ouais. c'était une Enfin, prépa pour les gens naturelle. qui Ouais. connaissent pas, Ouais. Men's Physique, Donc c'est du Men's Physique, bodybuilding. ouais, en soi, voilà, une prépa où tu montes sur scène et tu montes tes muscles, quoi. Ouais. C'était pas la première sèche que tu faisais. Non, j'en ai Euh, fait plusieurs, mais une assez poussée, assez proche de ce niveau-là déjà avant. ouais. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te donne envie de te pousser par rapport à ça? Honnêtement, j'ai fait cette première sèche justement que je te disais Hmm. sans avoir été dans le but de faire une compétition ou autre, juste pour moi et pour faire un shooting photo. En fait, je mets toujours un shooting photo ou quelque chose en fin de sèche, juste pour avoir cette deadline qui te donne pas envie d'abandonner. Même quand à un moment donné, tu te pousses tellement loin que ton cerveau il te joue des tours, si tu as une deadline et que tu peux pas bouger la date, en fait, tu peux pas t'arrêter. Alors que si tu te dis, bon, bah, en fait, j'arrête quand j'ai 10% de body fat, bah, le jour où tu fais n'importe quoi, bah, tu te dis, bon, bah, je décale de 3 semaines, c'est tout. Mais le jour où tu as une deadline, où tu as déjà réservé ton shooting photo, déjà, tu as cette deadline-là, donc en soi, tu vas pas déroger. Et en fait, j'avais fait ça juste pour moi me prouver que bah, j'arrivais à sortir un physique qui était sympa. Et ça, c'était la première fois où je voyais vraiment les résultats d'entraînement que j'avais mis en place, on va dire optimisé post-Bayesian de 2020 à 2019 à 2022, on va dire. Et à Hmm. ce moment-là, j'avais fait cette sèche-là. Et en fait, en faisant les résultats du shooting, en les montrant et tout, on m'a dit, ouais, en fait, tu as une bonne génétique abdominale et en plus, tu pourrais faire men's physique, tout ça. Donc au début, je dis, ouais, je me sens pas prêt et tout. J'ai attendu encore un peu. Et puis j'ai vu qu'en fait, il y avait une catégorie naturelle WNBF qui sortait en men's physique junior. Et à ce moment-là, j'avais 22 ans. Et en fait, c'était jusque la fin des 23 ans. Donc je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix. Si je veux participer au junior, il faut que je le fasse l'année prochaine. Donc je me suis laissé un an, j'ai fait une prise de masse qui en soi, j'aurais pu mieux la gérer parce que comme je suis parti aux States et tout, bah, en soi, c'était pas très régulier en termes d'entraînement, entre guillemets. C'est toujours les mêmes exos, mais pas sur les mêmes machines. Donc en Hmm. fait, la surcharge progressive elle est un peu biaisée. Donc le poids que j'ai pris en plus, je suis monté à 85 kg pour 1m75, mais j'avais pris du fat et trop de fat que j'aurais pas dû prendre et où j'aurais pu prendre un meilleur ratio muscle-gras au moment où, si jamais j'étais resté par exemple en France sur les mêmes machines tout le temps. Hmm. Mais Tu penses vraiment que ça aurait fait une différence? franchement, ouais, parce que j'ai remarqué, en fait, je bougeais de salle toutes les 3 4 semaines. Hmm. Donc en fait, même si je trouvais du live fitness tout le temps, la résistance, je fais beaucoup de trucs à la poulie de ça. La résistance des poulies, c'était jamais la même. Des Ce que choses je veux comme dire, ça. c'est que ça fait un moment que tu t'entraînes quand même. Est-ce que tu penses pas que, même si c'est une différente machine, tu penses pas que tu maîtrises mieux ta proximité à l'échec d'une certaine manière? Donc tu passes d'une machine à l'autre, tu vas essayer de te pousser. Alors oui, les performances vont pas être la même sur le papier parce que les plaques vont pas être la même, les Hmm, résistances vont pas être les mêmes. Mais tu penses pas que tu arrives à te pousser aujourd'hui quand même avec une proximité à l'échec que tu maîtrises mieux que quand tu débutais? si, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a quand même, je pense, au moins une semaine de latence, dans le sens où la première semaine, tu te cherches toujours un peu, je pense. Hmm. Parce que par ça, c'est personnellement, si j'avais 4 heures à passer à la salle, peut-être pas. Mais là, le truc, c'est que tu arrives à la salle, tu dois tester ta proximité à Hmm. l'échec. Tu as un rep range moyen que tu dois atteindre.
en fait, d'office, la première ou la deuxième série, elles sont moins effectives que si tu Ouais. as des revenus sur une machine que tu connais, etc. Souvent, le problème, c'est ça, c'est Donc que tu perds un peu de tu vas temps. te pousser à l'échec, mais au lieu de faire 12 reps, bah, tu vas en faire 17-18 parce que tu avais mal géré Ouais, la c'est ça. charge ou faire peut-être Ou t'arrêter à 6-8. 12, savoir que cette série-là, c'était pas la bonne charge, la prochaine, elle sera mieux, je vais changer le poids. Ah, toi, tu fais ça. Mais en fait, si je sens que c'était vraiment trop simple, Et que tu par allais faire exemple, vraiment trop de reps. ouais, en fait, je Ok. préfère me dire, vas-y, la prochaine, je monte de ça. Et en fait, si tu veux, Hmm. la première semaine dans une nouvelle salle, c'est plus de la recherche de la proximité à l'échec, avec, Ouais, je on vois va ce que tu dire, veux un dire. rep range plus ou moins donné. Si c'est 12, évidemment, je vise pas 12, mais je vise entre 10 et 14, on va dire. Mais si la charge était beaucoup trop faible, en fait, la première série, elle saute. Mais j'ai pas le temps de faire ça sur, on va dire, 7 exos par séance et de rattraper, si j'ai Hmm. 5 séries, de rattraper genre toutes ces séries-là. Donc des Ah, mais fois, je zappe, tu vois. je suis totalement conscient de ce dont tu parles parce que, comme tu sais, j'ai pas mal voyagé et je Ouais, sais que c'est ouais. une problématique qu'on a tous en fait. Mais je me demande quel est l'impact, tu vois, sur ta progression ou sur ta prise de masse. Et je pense que ça t'a ralenti peut-être, tu Ouais, vois. mais je dis pas que j'ai pas pris, tu vois, mais ça m'a Ouais, ralenti. Je pense qu'à chaque changement de salle, j'ai perdu une semaine, on va dire. Et si genre ouais, j'ai je changé de salle pense. 10 fois, j'ai perdu 10 semaines, Ouais, sur on va dire 40, ça fait quand même ouais, un ça fait, quart, tu vois. ouais, ça fait pas mal, ouais. Alors que si j'étais toujours allé dans ma salle, qui est, admettons, c'était Basic Fit à ce moment-là, parce que malgré tout, quand j'étais en France, je bougeais beaucoup, donc c'était la seule salle que je pouvais avoir tout le temps partout, surtout que j'allais parfois en Belgique et tout. Mais si j'étais toujours allé au même endroit et que j'avais toujours fait la même chose, en soi, je pense que j'aurais gagné un peu Hmm. plus, tu vois. Mais t'as mangé des donuts d'exception. Ah ouais, 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 non, franchement, je regrette en rien. Mais du coup, voilà, j'ai pris, en fait, je pense que j'ai pris trop de poids inutile à la fin, qui m'a fait que ma prépa, elle a duré 6 mois, et que si Hmm. j'avais mis 6 mois, ou même que 5 mois, mais sans avoir ça, bah, en fait, j'aurais peut-être atteint le même physique, ou j'aurais été en déficit pendant moins longtemps. Après, voilà. T'as beaucoup justement de, entre guillemets, bodybuilders ou tu vois, d'athlètes physiques, modèles, etc., qui veulent pas bouger à cause de ces raisons. Est-ce que ça a été dur au début pour toi de commencer à bouger, finalement de te mettre des contraintes supplémentaires, tu sais, d'être Hmm. plus flexible, de t'adapter, etc. Comment tu l'as vécu ça? Bah, honnêtement, la seule chose que j'ai trouvé difficile, c'était de pouvoir toujours chercher une salle qui avait au moins le même type d'équipement. C'est Ok. surtout ça qui m'a été. À part ça, honnêtement, en fait, je savais que c'était quelque chose que je voulais faire et que je préfère faire Et un en juste termes de milieu. nutrition, parce que tu sais, quand tu as tes habitudes, tu vas au magasin, tu achètes les produits que tu as l'habitude, et là, tu te retrouves un peu parfois à devoir manger sur le pouce. Comment tu t'en es Ouais. Bah sorti par rapport à après, ça? manger à l'extérieur, ça n'a jamais été un souci pour moi, dans le Ouais. sens où c'est vraiment mon mode de vie, c'est d'apprendre à manger de Bah, tout 5000 calories, t'es bien. Je rigole. et savoir estimer tout en fait. Donc en fait, Ouais. manger dehors, ça n'a jamais été un souci pour moi, donc j'ai jamais eu peur avec ça. Et manger mes aliments du quotidien, en soi même quand j'étais aux States, je mangeais pas tout le temps dehors. Tu vois, paradoxalement comparé à ici, qu'on est à Bali par exemple, ici je mange beaucoup dehors. Et moi Mm. limite ça me manque de pouvoir manger des trucs maison. Ouais. Mais en soi les aliments que je mange en Europe, je les mangeais aux States. Mm. C'est-à-dire que l'avoine, les fruits, les légumes, les œufs, la viande, ça, je continue à le manger. Donc en soi ça allait. Et même niveau budget, manger dehors tous les jours aux States, c'est chaud Ouais, niveau budget. ouais. Donc je mangeais à la maison En et fait, je aux mangeais une États-Unis, fois dehors. déjà c'est cher. Ensuite, tu as taxes et services. Et Bah, ici ensuite, aussi, tu as taxe service. ouais, Mais c'est pas cher. ouais, mais c'est pas Ouais. cher. Et après, tu as le type Ah où tu te ouais, fais insulter ouais. si tu lâches pas 15%. Tu fais, ah, mais attendez, Franchement, c'est pire au Canada. c'est pire au Canada? Parce que States, ils regardent pas. Ça veut dire que tu notes et tu pars. Tu Ok. vois Canada, ils t'amènent la machine et ils regardent et tu dois cocher sur la machine le pourcentage que tu veux. Non. Et il est derrière toi, il te regarde comme ça. Ah ouais, Donc en fait, pression. tu mets Peer pas. pressure. Ah ouais, 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 franchement, il y a un gars, une fois, je lui ai rien mis parce que franchement, le service était pourri. Et il est venu Ils me sont voir embrouillés. après. Et genre, il était à 3, il m'entourait et tout. Ouais, pourquoi tu mets pas et tout. Je dis, mais j'ai fait le touriste. Alors que ça faisait 5 mois que j'étais là, je dis, mais en France, on met pas de type pour. Enfin, je comprends pas. Il est prévu dans le prix du. Tu vois, je faisais genre, je connaissais pas, mais en règle générale, ouais, à ce niveau-là, c'est chaud. Mais donc, non, j'ai pas eu de problème pour m'adapter en soi. Parce que c'était un objectif que j'avais, c'était de bouger. Et qu'en plus, je mangeais quand même pas mal à la maison et tout ça. Donc, ça, la seule chose qui me faisait peur, c'était vu que j'étais en naturel et que là-bas, il y a des choses où des législations sont différentes au niveau de la gestion de la nourriture et tout ça. Mm, J'avais surtout peur au niveau de l'achat de mes compléments alimentaires mm. et au niveau peut-être de la viande, des trucs comme ça qui sont potentiellement un petit peu différemment traités. Mais bon, au vu de comment sont analysés les tests naturels, finalement, il n'y Ouais. avait pas de souci à me faire. A Ouais. posteriori, en vrai, ça va, quoi. Ok. Et dans ta, euh,
quand tu manges dehors, en fait, comment tu fais pour, tu vois, genre par exemple ici, est-ce que tu comptes toutes tes calories à chaque fois que tu manges dehors ou est-ce que tu es un petit peu plus flexible quand tu es hors prépa, sèche ou des choses comme ça? En fait, j'ai toujours cette. Un peu, moi, je suis un peu biaisé à ce niveau-là, dans le sens où j'ai fait Bayesian, puis je suis diététicien, puis machin. Donc, en fait, et en plus de ça, je suis coach et beaucoup de personnes qui ont tendance à manger dehors, en fait, j'encourage Hmm. mes clients à manger dehors. Donc, au début, j'essaye de les éduquer sur finalement comment manger dehors et comment le faire rentrer dans leurs objectifs pour finalement continuer d'atteindre leurs objectifs, admettons de perte de gras, tout en mangeant dehors. Donc en fait, je suis obligé de leur apprendre comment estimer les choses et tout ça. Donc finalement, moi, c'est devenu quelque chose de naturel dans le sens où si je vois un aliment, je sais directement ce qu'il va contenir en termes de calories ou autre. Donc, j'ai toujours, en fait, je vais pas au moment où je mange, je me dis pas, lui il va faire autant, donc j'y ai droit à autant dans mon repas. Si je mange ça, ça va faire ça. En fait, je réfléchis toujours plutôt a posteriori en fin de journée. Je me dis tiens, aujourd'hui j'ai mangé ça, ça, ça et ça donne X grossièrement. Et ben, je sais que, admettons, j'ai dépassé de X, bah, demain, je vais essayer de manger plus léger le matin, tu vois. Mais sans pour autant que ça soit vraiment précis. Il y a pas de. C'est vraiment rare, mais bon, quand je peux me le permettre, par exemple, si je vais manger une glace ou un cookie, euh, si j'ai ma micro-balance avec moi, tu vois, je le pèse. Une fois, parce que bah, pour savoir, tiens, le cookie, il peut faire entre. Je te donne un exemple. Hier, on a essayé de tester tous les cookies à Bali qui ont l'air bons. Et il y en avait, ils faisaient 60 grammes, il y en a, ils faisaient 130, tu vois. C'était quoi le meilleur alors? Pour moi, les meilleurs chez Dang, c'est Peanut Butter, tu vois, chez Ok. Dang. Mais j'ai testé les autres, j'ai testé Moma, j'ai testé. Il y en a un qui c'est Caillou, ça s'appelle, un truc comme ça. Caillou, ouais. Franchement, j'ai pas trop aimé. Ok. Euh, Il y en a un autre, c'est chez Nalou, ils font aussi des cookies, tu vois. Ouais, ils sont Mais dégueulasses. ils sont pas bons. Ouais. J'ai goûté le Peanut Butter, c'était de la Putain, poudre. c'est fou, je savais pas que t'étais aussi cookie, mais t'aurais dû me demander, hein, je t'aurais fait gagner du temps. T'aurais pris quoi, toi? Je pense que Dang et Moma, c'est les meilleurs. Moma, j'ai pris le Mais Nutella, mais il était pas mal. Mais en fait, c'est vraiment, je cherche le croustillant à l'extérieur, le fondant à l'intérieur. ouais, Et ça, il y a aucun que j'ai trouvé qu'il y avait non, vraiment, tu vois. ouais. Mais donc, c'est juste pour te dire, voilà, il y en a 60 grammes, 130. En fait, c'était juste pour moi, pour justement encore parfaire mes connaissances et mes estimations. Tiens, lui, il fait 130, lui, il fait 70, ça fait quoi la diff et Hmm. tout, tu vois. Vraiment, plutôt, c'est plutôt pour Ouais, mais parce apprendre. que sur Mais... des aliments aussi denses, ça a son importance, Ouais, comme tu dis, parce ouais, que ouais. entre un cookie qui fait 45 grammes et un autre qui fait 95, l'apport, il Et est. même la glace, c'est un truc de fou. Ici, Ouais, tu demandes une petite, il y a des trucs, tu vas avoir 70 grammes. ouais. Il y en a d'autres, hier, petite, 220 grammes. Donc, c'est la même coupe en soi, tu vois. Mais C'est intéressant. T'as gardé quand même pas mal d'outils dont on parle dans Bayesian, ah le fait ouais. d'avoir une balance avec Mais je toi, t'ai dit, j'ai fait le etc. tri dans tout ce que. En fait, j'ai tout gardé, mais il y a des choses que j'utilise régulièrement et des choses Ouais. que je mets en place que quand j'ai vraiment envie d'optimiser, par exemple pour une prépa, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Pour moi, mon Qu'est-ce que équilibre. tu dirais d'ailleurs aux gens qui hésitent, tu vois, genre aujourd'hui à faire Bayesian? Ce que je leur dirais, c'est hésite pas. Non, non, en vrai, moi je l'ai déjà dit à des personnes, moi, il y a des Ouais. personnes qui me disent parfois, je veux juste faire la nutrition et tout. Hmm. Et en fait, est-ce que tu n'as pas une formation juste pour la nutrition? Même dans ces cas-là, je redirige vers Bayesian en soi, parce que je dis, t'es pas obligé d'aller jusqu'à l'examen final pour être diplômé, qui en soi, finalement, le diplôme en lui-même, à part pour nous, il apporte pas grand-chose en soi, parce que c'est pas avec ça que tu vas coacher en salle, mais bon, ça peu Bah, importe. t'as quand même le fait que on valide tes Ah oui, connaissances, non, ça je tu suis vois. d'accord à Ouais. 100%, mais disons que voilà, le moment où tu dois apporter un client dans ta base de clients, tu peux dire j'ai fait Bayesian, mais ils vont Mais, jamais te dire où est ton diplôme. Tu mais vois ce que je veux dire? ils peuvent checker, hein. Ah Genre oui, par exemple, oui, si tu vas sur notre site et tu mets Maxime Laurent, ils oui, vont mais ce trouver que je ton dis, nom. c'est Mais je vois ce que tu veux en dire, bien sûr. 500 personnes coachées Non, en mais je suis 5 ans, d'accord. j'ai jamais eu personne qui a été jusque-là. Ouais, Tu vois, donc je dis, même juste avoir les connaissances de Bayesian ouais. sans passer le diplôme, pour ceux qui veulent juste la nutrition, bah, je leur recommande quand même Bayesian à ce niveau-là, parce que je trouve qu'au niveau nutrition, c'était quand même très poussé, et que pour te dire, il y a 3 années en diététique, sur les 3 années, les connaissances que j'ai apprises en Bayesian m'ont aidé. Sur la première, j'avais quasi tout, tu vois. Donc en fait, Hmm. rien que juste pour ça, je le conseille juste pour les connaissances personnelles. Et après, pour l'aspect entraînement, honnêtement, c'était vraiment pour arriver à avoir un esprit critique, à faire ses propres recherches, tout ça, et comprendre les choses. Donc pour moi, c'est un apprentissage pour tout le monde. Et clairement, je le conseille à tout le monde, que ça soit pour devenir coach ou juste pour améliorer Tes sa connaissances, relation à ta pratique l'alimentation et tout, et ouais. à l'entraînement, quoi. Donc, Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière par rapport à ta pratique, que ça soit au niveau de tes habitudes alimentaires, la salle, etc.,
Qu'est-ce que tu dirais qui ont été tes erreurs un petit peu ou des choses que si tu devais le refaire, tu aurais peut-être fait différemment ou Au niveau entraînement, il y a déjà une chose, c'est avant Bayesian, il y a des choses, il y a beaucoup de croyances qu'on a. Hmm. Par exemple, quand tu perds du gras, tu peux pas prendre du muscle, des choses comme ça. Ok. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps parce que comme je dis, j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans, j'ai fait Bayesian à 19, donc pendant Hmm. 4 ans, j'ai progressé un peu, mais j'aurais pu progresser beaucoup plus vite si j'avais Hmm. compris que sur les phases de déficit, tu peux prendre du muscle, etc. Parce qu'il y a en fait, il y a une grosse partie que je trouve qui est placebo et psychologique à ce niveau-là, où je me rappelle qu'avant d'avoir compris ce principe-là de le déficit calorique n'engendre pas spécialement une perte de muscle directement et qu'on peut prendre du muscle en déficit calorique. En fait, je me persuadais dès que j'étais en déficit Que c'était que mort. c'était foutu. Résultat, j'arrivais à la salle et je passais pas mes perfs. Ouais. Alors que je savais les passer parce qu'après, Hmm. j'ai refait la même chose encore en ayant un niveau finalement plus important, plus élevé en avancement dans la musculation. Donc en soi, c'était encore plus difficile de PR et j'y arrivais en déficit. Alors que là, j'étais débutant et j'arrivais même pas à passer mes perfs parce que j'étais en déficit. Donc ça, c'est rien que cet aspect-là, comprendre ça, c'est vraiment une grosse différence. Et alors me dire, évite de faire des sèches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup de temps. C'était me dire, c'est l'été, il faut que je sèche. Tu vois, ça m'a fait perdre beaucoup parce que sans savoir qu'on peut prendre du muscle en déficit, plus se dire que chaque été, on veut perdre pour être prêt pour l'été. Ça, c'est quelque chose que même avec mes clients, je me bats souvent, c'est accepte de zapper un été. Déjà, premièrement, tu vas progresser beaucoup plus parce que tu vas continuer ta linéarité à ce niveau-là. Et en plus, si ça se trouve, tu vas paraître encore mieux sur la plage parce que tu seras un peu plus stock et il n'y a que toi qui vois que tu as pris du gras Ouais. en soi, tu vois. Donc rien que ça, c'est déjà une grosse Je chose. suis trop content que tu en parles parce que moi, je pense que c'est un truc qui m'a fait perdre énormément de temps. Le fait de, comme tu dis, en plus, le problème, c'est que quand tu viens d'un parcours un peu comme nous, c'est-à-dire que tu étais un petit peu en surpoids, tu as peur du gras, Ouais. d'une certaine manière. Tu vois, tu as peur de reprendre du gras, ce qui est pas rationnel parce que toi et moi, on sait comment perdre du gras. On Hmm. sait comment être sec, il n'y a pas de souci, on sait ce qu'il faut mettre en place, etc. C'est même pas difficile pour nous, en vrai, d'être sec aujourd'hui, tu vois. Non, Je non. pense que c'est plus difficile pour nous bah, d'avoir une progression en termes de muscles Totalement. parce que bah, on est naturel et que ça prend du temps, etc. Et c'est vrai que le nombre d'années que j'ai perdu parce que je voulais rester je voulais rester sec et dès que je prenais un petit peu de gras, ça me faisait peur et je sais que j'allais pas être aussi bien sur les photos, mais la grosse différence a été surtout, comme tu dis, dans ta tête plutôt que sur la perception extérieure des gens. En plus, la réalité, c'est que bah, en dehors des réseaux sociaux, tu te balades généralement moins torse nu, à Ah moins oui. que tu vois, genre, tu sois à la plage tous les jours et je sais pas, t'es volleyeur, Ouais, ou un non. truc comme ça. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, quand tu prends du muscle, mais un petit peu de gras aussi, ils ont tendance à te voir genre, ah ouais, Ah, t'as pris, ouais, t'as ouais, pris, ouais. etc. Alors que toi, dans ta tête, non, mais j'ai pris que du gras, etc. Alors que c'est pas vrai. Et c'est vrai que c'est problématique parce que pour un athlète naturel, le fait de faire des sèches tout le temps, c'est problématique. C'est si tu fais une sèche tous les ans, le temps que tu récupères de cette sèche, que tes hormones, en fait, tu vois, genre, elles repartent un petit peu. Parce que, Hmm. enfin, quand tu fais une sèche comme tu as fait, tu vois, pour tes compétitions Ouais. et des choses comme ça, malheureusement, tu as un crash hormonal parce que c'est difficile de maintenir, tu vois, genre, une testostérone haute en Hmm. étant aussi sec. Parce que ton corps, il a pas vraiment envie d'être là. Tu vois, Ah non, 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 non. tu le sais au niveau de ton physique, tu le sais au niveau de tes sensations, Puis tu le sens, etc. je trouve que la libido est assez corrélée à la testo à ce niveau-là. Et De dès que fou. tu sens que ta libido est plus là, c'est que la testo, elle a déjà. Et c'est intéressant parce que c'est clair que moi, sur mes premières sèches, c'était ça. C'était, bah, en fait, tu as envie de rien faire. Tu as juste envie de manger. Tu es en train de penser, tu finis ton repas, tu penses à ton prochain repas. Tu vas te coucher le soir, tu penses à ce que tu vas manger le Hmm. lendemain, etc. Mais au fur et à mesure, tu vois, du nombre de sèches, tu t'habitues. Ma dernière vraie sèche, je pensais que j'avais vraiment bien géré. Je me disais, ouais, ma testo, ça va et tout, parce que ma libido, elle est encore Elle est bien, normale, etc. ouais. Machin. Et j'ai fait des prises de sang. Et ma testostérone a été sous Ah, ok. les normes, tu vois. Donc, Ouais. en fait, je pense que avec l'habitude, j'avais réussi à, entre guillemets, genre gérer ça, Ouais, parce que je savais ouais. que j'allais me sentir comme ça. Mais en fait, ma, ma libido, elle était là parce que... Donc là, c'était pas corrélé. Ouais, ouais. exactement. Mais ma testostérone était très basse, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et j'ai fait une prise de sang 6 mois plus tard. Et je me disais, ouais, bah c'est bon, tu vois, genre, c'est reparti, etc. Et j'étais pas encore Hmm. dans les normes que j'avais quand j'étais, tu vois, hors Ok. saison pendant un moment. Et quand j'ai fait une reprise de sang 2 ans plus tard, là, j'avais une testostérone qui était vraiment bien, tu vois.
sans testostérone exogène Ouais, qu'on ok, s'entende. ok. Et du coup, je me suis rendu compte, ouais, donc après, c'est moi, et je pense que ça dépend des individus, ça dépend de Hmm, ce que tu fais après une sèche, etc. Mais il y a quand même un temps d'adaptation. Et tu vois, si 6 mois après, j'étais reparti encore sur une sèche pour l'été d'après, en fait, je perds ce potentiel de vraiment prendre ouais, ok. du muscle sur ces périodes. Et justement, un truc intéressant à ce niveau-là, post-grosse sèche comme ça, toi, tu es plutôt. Je sais qu'il existe deux, on va dire, deux principes. On va dire, il y a le rebound, on va dire, il y a la reverse diet, donc c'est-à-dire où tu remontes progressivement, on va dire. Et alors, il y a ceux qui font, je sais plus comment ça s'appelle l'autre, mais il y a la reverse où genre, c'est le principe où tu remanges direct beaucoup, tu vois. Je sais plus c'est quoi le principe, le nom Ouais. précis, mais voilà. Soit tu y vas progressivement et tu fais attention à ce que tu fais, soit tu remontes vite, tu essayes de reprendre vite un certain nombre de kilos qui relance tes hormones. Toi, tu es plutôt de quelle optique ou est-ce que tu as essayé les deux? Est-ce que... Euh, J'ai essayé la deuxième version, mais à défaut de, En de fait, tu voulais pas, mais perdre de... t'arrivais pas, C'est quoi. ça. Donc ça, c'est la réalité. C'est marrant, mais j'avais écouté un podcast super intéressant de 3DMG avec euh, Alberto Nunez, comment il s'appelle, Eric Helms, etc., qui Ah oui, parlait oui, vraiment de ça, du d'accord. post-show, Ouais, ouais. rebound, comme tu Rebound ou disais, reverse, ou ouais. reverse, etc. Et c'est vrai que maintenant, ils ont l'impression que reprendre d'une certaine manière un certain poids assez rapidement, ça te fait peut-être gagner du temps, mais en fait, le problème, c'est que ça vient toujours de ce genre de personnes qui sont des athlètes d'exception et qui ont une maîtrise et une connaissance, et surtout qui ont un niveau de sèche qui est extrême, tu vois. Hmm, Donc peut-être que pour des athlètes de ce niveau-là, tu vois, genre revenir à un poids un petit peu plus sain, un peu plus rapidement, ça a du sens. Mais faut prendre en considération que est-ce que tu es vraiment à ces 8% de body fat, tu vois ce que je veux dire? franchement, j'ai eu le même ressenti. Et euh, en fait, ce que je fais, moi, c'est que j'essaye de remonter à calories de maintenance instantanément, ok? Ok. Mais en essayant de voir où sont les calories de maintenance actuelles. Hmm, Donc, prendre un poids, tu vois, genre, tu vas prendre un moi, petit je peu de prends 2 poids. kilos de plus que la pique, Ouais, tu vois? Parce que en soi, la pique, c'est biaisé, le poids de la bien pique. sûr, bien sûr. Ouais. Et après, c'est vrai que essayer de revenir le plus rapidement possible à des calories, tu vois, le problème de la reverse pour moi, où tu vas vraiment doucement sur une longue Ah oui, non, quand période, je te parle de reverse, c'est directement monter un maintien, puis monter. ouais, Tu vois, c'est pas, c'est juste soit tu comptes pas, soit tu comptes. C'est plutôt ça la question. C'est voilà. non, moi je dis toujours qu'il faut quand même avoir une certaine un suivi Ouais, ouais. Ok. post-sèche ou post-compétition parce que tes niveaux de satiété ils sont complètement biaisés. Si tu manges à satiété ou si tu suis tes envies, etc., ça va être très très compliqué Ouais. euh, de, de se Tu pourrais le faire, maîtriser. mais alors il faut pas manger dehors, pas faire tout ce que tu aspires, quoi. Ouais, et comme tu sais, tu disais tout à l'heure, là, tu n'as plus la pression externe de la compétition, Hmm. du photoshoot, etc. Donc, c'est très facile de se retrouver et de se dire, tu sais, d'avoir cette petite voix qui fait ouais, mais on s'en bat les couilles finalement, tu vois. Ouais. Tu vois et c'est un peu compliqué. Euh, donc, ouais, j'ai quand même un certain Hmm. suivi par rapport à ça derrière. Mais c'est vrai que j'essaye d'augmenter aussi rapidement que Ok. possible, quoi. Ouais, j'ai testé les deux parce qu'à ma première sèche pour le shooting, Ouais, comme tu dis, c'est probablement aussi lié au niveau de sèche ouais, et au temps que ça a duré. ouais, Parce que sur la première où je suis arrivé, on va dire, allez, disons 11%, 11, 12, et où ça m'a pris, je dirais, 4 mois, en fait, j'en ai eu une seule d'échéance, et à la fin de cette échéance, je suis remonté directement à mes cales de, on va dire, maintien plus 5%, théorique sur base de ma nouvelle composition corporelle. Et en fait, ça m'a fait une montée de calories de 2000 à 2900, tu vois, d'un coup. mm, J'ai pas pris un gramme. J'ai laissé 2 3 semaines comme ça, puis je suis monté à 3000, puis 3100. Et pareil, jusqu'à 3100, on va dire peut-être pendant 2 mois, j'avais mon meilleur physique. mm, Et j'ai tout contrôlé. Évidemment, ma petite voix dans ma tête, elle me disait vas-y, mange plus. La première semaine, elle est contente. Et après, elle te dit t'as quand même faim encore en plus, alors que t'as mangé 2900. La mm. diff est quand même grande. Mais t'as quand même ce ressenti-là. Et il faut vraiment être fort pour réussir. Comme tu dis, si t'as pas de deadline, il faut vraiment être fort pour continuer à le tenir. Et en fait, je l'ai tenu. Pourquoi cette fois-là? Parce que je voulais vraiment utiliser ce potentiel que j'avais vu, que si jamais tu as un niveau de body fat qui est faible, ton taux hormonal est tellement intéressant que sur cette période-là, avant de atteindre un niveau de masse grasse
plus important, tu as tellement de potentiel de prise de muscle que je voulais en profiter à 100% parce que je savais que 2 ans après, j'avais ma prépa. Donc là, je l'avais vraiment fait. J'avais quand même une deadline finalement à long terme qui me permettait de tenir. Et cette fois-là, franchement, je crois que c'était la meilleure façon de faire parce que j'ai pu monter mon total calorique tellement haut avec un physique qui est resté peut-être 4-5 mois après encore hyper bien, tu vois. J'aime bien parce que là, quand Maxime il vous dit 11-12%, c'est 11-12 vrais pourcents, hein. Ah Pas non, c'est les pas 11. ceux qui disent je suis à Non, mais 4%, tu non, vois. mais je le dis parce que tu sais, il y a des gens, ils disent ouais, bon, 11-12%, c'est pas si sec que ça, mais tu sais, ils sont biaisés parce qu'ils savent pas ce que ça représente Ah oui, vraiment. oui, oui. C'est pas 11-12% du mec à votre fitness Ah park qui non, est à mais si tu veux, j'ai 25. des photos, je t'enverrai pour mettre Non, mais je en sais photo. Mais... parce que tu m'envoyais des photos tous les jours sur la dernière prépa, Ah, donc la dernière, ouais, ouais. je sais que, tu sais, genre, mais c'est bien de le rappeler aux gens parce qu'ils se rendent pas compte Ah non, que 10%, 9%, 8%, 19%, ouais, c'est ouais. extrême de chez extrême. Maxime, il était écorché, quoi. Ouais, ouais. Donc, Genre, lui, quand on s'est appelé là, à cette prépa ici pour faire un peu le dernier point et tout. Après ça, j'ai encore poussé le truc et en vrai, j'étais sec de sec à la fin de la prépa, hein. C'était t'es descendu à combien en termes de poids? de poids, j'étais à 70 le jour où je suis monté. Ok, 70 pour 1m75, bien Ouais. sec, quoi. Et j'étais en début de prep, j'étais à 85. Ok, J'ai fait un moins 15. ouais, c'est Mais énorme, hein. ouais, c'était pas mal. Et t'es pas parti gras, hein. Ça allait. Mais moi, Franchement, je me ça allait, trouvais ouais. gras, tu vois. Non, mais oui, voilà. Ouais, mais ouais, ouais. tu le montres tu le montres à quelqu'un de lambda, il va Oui, dire ouais, bah j'avais toujours ok, des abdos, mais c'est c'est ça. biaisé, tu vois. Ouais, Les gens, ouais, ils disent, bien t'as sûr. toujours des abdos, t'es sec. Non, regarde mon cul, tu vois. Top. Bah écoute, Maxime, merci beaucoup pour ce partage. Pour les gens qui veulent te retrouver, je mettrai tes liens en description, Instagram, YouTube. Ouais, S'ils veulent te contacter d'ailleurs pour du coaching ou des choses comme ça. parfait. Et bah, je te donne le mot de la fin s'il y a un truc que tu voulais ajouter ou un truc que tu voulais partager, peut-être un, un conseil que tu as reçu dans ta vie ou un truc comme ça qui est important pour toi que tu aimerais. Bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que j'ai abordé pendant tout le podcast. C'est vraiment, vous sachiez ce qui est optimal et arriver vraiment à faire le juste milieu entre votre objectif et ce que vous pouvez mettre en place et tenir à long terme pour arriver à cet objectif. Ne vous dites pas, il faut que je mette tout en place pour y arriver. Il n'y a que cette façon-là. En réalité, vous pouvez très bien y aller par d'autres chemins en faisant des choses un peu plus simples, un peu plus tenables pour vous. Tant qu'à long terme, c'est quelque chose que vous allez savoir tenir pour atteindre votre objectif, peut-être que ça va prendre plus longtemps. Mais tant que c'est tenable et qu'à un moment donné, ça devient votre mode de vie, il ne faut pas que vous vous disiez, c'est un truc que je fais pendant un temps donné et une fois que je l'ai atteint, c'est OK. Si ça devient plutôt votre mode de vie plutôt qu'une obligation jusqu'à une certaine période, bah en fait, à un moment donné, vous allez profiter du processus parce que ce sera votre nouveau mode de vie sans avoir de difficulté à le faire. Et bah, à un moment donné, vous atteindrez l'autre objectif et vous arriverez à le maintenir, contrairement à faire les choses dans la précipitation, mettre beaucoup trop de restrictions. Et à un moment donné, quand on a atteint son objectif, ne pas pouvoir le tenir ou être frustré de ne pas y arriver parce qu'en fait, on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout parce qu'on s'est demandé trop de choses, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, il y a loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est une optimisation à 100%, mais d'une certaine manière, si tu fais 20% du travail, tu vas avoir 80% des résultats. Et comme tu le dis, si tu mets en place quelque chose, pose-toi toujours la question de est-ce que je peux le faire une semaine? Est-ce que je peux le faire un an? Est-ce que je peux le faire pour le reste de ma vie? Ouais, Et si tu dis bah non, je peux que le faire pour 3 semaines, c'est sans doute pas ce que tu dois mettre en place. totalement. Ouais, c'est ce Ouais, que je dis toujours. C'est est-ce que ça, tu dois le faire toute ta vie? ouais. Ou dans 3 ans, est-ce que tu dois faire ça? Oui? Ok, bah prends Ouais. ça. Et avoir une diète qui te plaît, donc diète et plaisir, c'est Mm. quand même, c'est quand même le meilleur pour atteindre ses objectifs. Merci Ouais, Maxime. merci à toi.